La vie d'une drépano est difficile, oui. Tous les jours, c'est un combat pour moi. La drépanocytose, c'est une maladie de la douleur, plus ou moins intense, mais en tout cas, c'est la principale plainte des patients. La drépanocytose, c'est une maladie rare, mais c'est une maladie négligée, quelque peu oubliée, dans les pays où justement elle pose un grand problème de santé publique. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Elle touche plusieurs millions de personnes. Héréditaire, elle est due à une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine malade s'appelle hémoglobine S. Les globules rouges prennent la forme de faucilles qui bloquent les vaisseaux. Ils créent des douleurs aiguës et des complications parfois mortelles. En Guadeloupe, 10% de la population est porteuse du gène de la drépanocytose. Une partie d'entre eux souffre de sa forme la plus sévère et doit être soignée régulièrement. Evelyne, 33 ans, habite Pointe-à-Pitre. Elle a dû apprendre à vivre avec la maladie depuis sa naissance. Mon enfance n'a pas été heureuse. Mon enfance n'a pas été heureuse dans ce sens-là. Du côté de la maladie, elle n'a pas été heureuse du tout parce que j'étais tout le temps hospitalisée. Mais quand je dis tout le temps, c'était tous les mois. Tous les mois, j'étais hospitalisée. Je ne pouvais pas aller à l'école comme tous les enfants. Je ne pouvais pas faire des activités sportives comme tous les enfants. Je ne pouvais pas faire des sorties scolaires comme tous les enfants. J'ai passé mon enfance au CHU et si je peux dire, une année, c'est 365 jours, c'est 12 mois par an. Je passais 10 mois, 11 mois au CHU. Je dois faire de la clinique bouteille uniquement quand je suis enrhumée et que je commence à tousser. Donc si je commence à tousser, c'est qu'il y a un dépôt sur les poumons et pour chasser ce dépôt-là, je fais de la kiné bouteille. Donc ça évite les infections thoraciques aiguës graves et les infections pulmonaires graves. Donc je dois tout le temps me couvrir. Je ne dois pas me stresser non plus, je ne dois pas me fatiguer non plus, je ne dois pas me mettre en colère non plus, je ne dois pas me baigner à la mer non plus, je ne dois pas me baigner à la rivière non plus, je ne dois pas m'essouffler, je ne dois pas aller en altitude. Il y a plein de choses à faire que je ne dois pas faire, malheureusement. Evelyne a dû apprendre à vivre avec la douleur. Elle doit prendre chaque jour une batterie de médicaments, mais elle refuse de se laisser abattre. J'ai décidé de créer une chaîne qui s'appelle La vie d'une maman drépanocytaire. J'ai déjà posté plein de vidéos sur la chaîne YouTube. L'objectif de ma chaîne, montrer qu'on peut être drépanocytaire et être normal également. Ma chaîne n'est pas destinée qu'aux drépanocytaires, elle est destinée à tout le monde. Que la personne soit drépano ou pas, pour qu'il sache qu'est-ce que la maladie engendre, comment on vit la maladie au quotidien. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que tout le monde connaît pratiquement. Je vais parler de mes médicaments. Que ce soit mes médicaments quotidiens, que ce soit mes antalgiques. Alors, le cyclos qui permet de espacer le nombre de crises chez les drépanocytaires par an. C'est carrément passé de 10 crises par an à 1 crise par an. Mais le truc, il est gros. Le truc, il est énorme. Regarde-moi ça. Le cyclos ou hydroxycarbamide réduit la fréquence des crises douloureuses chez la plupart des malades, mais il ne les supprime pas complètement. Le patient drépanocytaire doit continuer, comme Evelyne, de suivre en parallèle un lourd traitement. Comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye. En Guadeloupe, les malades sont suivis au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Dans cet hôpital, un département associant médecins et chercheurs de l'INSERM leur est consacré, le Centre caribéen de référence de prise en charge de la drépanocytose. À sa tête, le docteur Marie-Étienne Julan, spécialiste de la maladie.
L'hémoglobine malade, elle a un nom, c'est l'hémoglobine S. Et l'hémoglobine S a un comportement particulier quand la personne est déshydratée ou quand elle manque d'oxygène. Donc chez les personnes malades, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui produisent essentiellement de l'hémoglobine S, qui n'ont plus d'hémoglobine normale. Et donc, conséquence pour le patient, ça va être le sang qui n'arrive pas correctement au niveau des organes et donc c'est une source de douleur. À côté de la douleur, il y a une anémie, on dit anémie chronique. Et puis à côté de ça, il y a toute une série de complications qui peuvent survenir du fait de ces bouchons, de ces occlusions dans les petits vaisseaux. La majorité de la population a une hémoglobine normale AA. Certains individus sont des porteurs sains du gène de la drépanocytose. Ils ne sont pas malades, ils sont AS. Mais d'autres personnes héritent de 2 gènes anormaux et sont malades. Elles sont SS. Un enfant ne peut être drépanocytaire SS que si son père et sa mère sont porteurs du gène S et le lui transmettent. Donc des parents AS auront à chaque naissance 25% de chances d'avoir un enfant AA, 50% de chances d'avoir un enfant AS et 25% de chances d'avoir un enfant SS. Cet enfant SS aura besoin d'un suivi médical régulier. Nous sommes, en Guadeloupe, les premiers à avoir mis en place un dépistage à la naissance, les premiers à avoir mis en place un centre bien identifié pour organiser la prise en charge globale de la maladie. Au jour d'aujourd'hui, plus de 95% des enfants drépanocytaires qui naissent en Guadeloupe et qui sont pris en charge en Guadeloupe atteignent l'âge adulte. Vous savez, dans nos populations, il y a 30-40 ans, on pensait que les patients drépanocytaires, SS, on parle des SS, c'est la forme la plus grave, ne dépassaient pas l'âge de 15 ans. Ceci n'est plus vrai. Chaque mois, Evelyne se rend au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre pour bénéficier d'un échange transfusionnel. Les échanges transfusionnels me sont bénéfiques. Même si c'est tous les mois, je ne fais plus autant de crises qu'avant. D'accord. Et puis, tu viens? Ça va, Evelyne? T'as bien dormi? Je suis fatiguée. C'est vrai? Hier, j'avais mal à la hanche. C'est ça? Hier, j'avais mal à la hanche. Et ce matin? Non, ça va. Ça va? Donc, t'as pas de douleur, c'est Non. ça? Ça va? Oui. L'échange transfusionnel, c'est une procédure que nous mettons en place pour nos patients drépanocytaires quand nous avons besoin de diminuer la concentration en hémoglobine malade, donc en hémoglobine S. Alors parfois, c'est dans des situations aiguës graves, syndrome thoracique aigu, une crise douloureuse qui ne passe pas. Enfin, toute situation grave pour le patient drépanocytaire peut nécessiter qu'on puisse réduire la quantité d'hémoglobine S. Mais aussi, on est parfois amené à le faire au long cours pour prévenir certaines complications de la maladie. Ça diminue le risque d'occlusion dans les petits vaisseaux et donc ça diminue le risque d'AVC. On retire à l'aide de saignées une partie du sang chez le patient qu'on remplace par des globules rouges de personnes non drépanocytaires à travers une transfusion. À partir du moment où on enlève le sang de quelqu'un et qu'on en remet, c'est fatigant pour le corps. Et d'aujourd'hui à 2 jours après, je serai énormément fatiguée. La nature a décidé que les groupes sanguins varient avec les ethnies. Donc c'est pour ça qu'il est très important que les populations antillaises donnent pour les populations drépanocytaires. L'Afrique est le continent le plus touché par la drépanocytose. En République démocratique du Congo, 1/4 de la population est porteuse du gène S, soit plus de 20 millions de personnes. À Kinshasa,
le centre hospitalier Montcollet prend en charge les enfants malades. À la tête du centre, le professeur Chilolo, spécialiste de la drépanocytose, aussi appelée anémie falciforme. J'ai contribué au lancement du centre hospitalier Montcollet, qui est devenu aujourd'hui le centre hospitalier mère-enfant. Parce que les mères et les enfants sont ceux qui sont victimes de la mortalité et de la morbidité la plus sévère dans notre pays. Bravo. On va t'ausculter. Ah, bravo. Oh, très bien. Un langue d'or. Bravo. J'ai même vu l'estomac. Ça va. Et Cilia, hein? Très bien. Tu veux rentrer chez toi à la maison? La drépanocytose, c'est une maladie qui est apparue il y a des dizaines de milliers d'années, semble-t-il, à la suite d'un conflit qu'il y avait entre un parasite, le parasite responsable de la malaria, le plasmodium, et les cellules qui fournissent à ce parasite l'hémoglobine, les globules rouges. D'ailleurs, lorsqu'on voit la carte, la distribution géographique de la drépanocytose, elle coïncide paradoxalement exactement avec la distribution de la malaria. En Afrique, les deux grands pays pourvoyeurs de sujets drépanocytaires sont le Nigeria et la République démocratique du Congo. Mais dans le monde, c'est l'Inde. La drépanocytose n'est pas restée confinée en Afrique et en Inde. Elle s'est disséminée à travers les migrations. Elle a atteint le bassin méditerranéen, puis, avec la traite négrière entre les XVIe et XIXe siècles, le gène est parti du continent africain vers les Amériques. Les flux migratoires s'amplifiant au siècle suivant, la drépanocytose s'est répandue sur tous les continents. C'est Néhémie qui est là. Néhémie. Bonjour. Dis Néhémie, tu me dis même pas bonjour. Oh, quand même. Comment ça va? Ça va bien. Alors, tu es venu avec maman? Oui. Oui. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venu avec maman? Parce que je suis malade. Tu es malade. Tu as quelle maladie? C'est un nom compliqué, hein? Tu connais le nom drépanocytose? Non. À force de toujours faire des crises, c'est à l'hôpital quand on a cherché à examiner pour savoir la source de la maladie. C'est ainsi qu'on nous a dit qu'il était anémique. Néhémie, son diagnostic a été fait à la suite des complications. Il avait déjà été transfusé 2 fois et puis il avait été traité pour une tuberculose parce qu'il a fait des infections à répétition, des fièvres et tout. Et c'est à la suite de ces épisodes qu'il est passé au centre hospitalier Montcollet où on a pu lui faire le diagnostic de la drépanocytose. Néhémie, mon ami, je t'examine comme ça. Non, on soulève ça, même s'il fait froid, on fait comme ça. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais écouter quoi? Le cœur, plaf, plaf, plaf. J'examine le cœur pour apprécier s'il y a un souffle cardiaque ou s'il y a un bruit anormal, si la fréquence cardiaque ne bat pas trop vite, ce qui me permet de savoir s'il est facilement essoufflé ou pas, etc. Après, j'ausculte un autre système qui est important, ce sont les poumons, parce que ça va me permettre de savoir s'il respire bien. Et lorsqu'il y a des bruits anormaux, ça va diminuer l'oxygénation des globules rouges. Surtout chez les sujets drépanocytaires, il faut qu'ils soient bien oxygénés. Donc, j'essaye d'exclure la présence d'une pneumopathie ou une infection, etc. Après, l'abdomen, c'est pour voir s'il n'y a pas des organes qui ont augmenté de dimension. C'est le cas, par exemple, de la rate, une grosse rate, une splénomégalie, qui est souvent un signe d'appel de la drépanocytose. Mais c'est aussi une complication. On palpe le foie pour savoir aussi s'il a une douleur au foie. Parfois, c'est un signe
de l'existence de petits calculs de lithiase, ce qui provoque des coliques biliaires. Il peut avoir parfois des douleurs abdominales, on ne sait pas pourquoi. Il devient un peu jaune, c'est à cause de ces coliques. Et chez nos petits drépanocytaires en général, on palpe aussi toute la cavité abdominale pour percevoir s'il y a des morceaux de sel durs qu'on appelle des fécalomes. Et la constipation peut être un facteur qui va déclencher des crises douloureuses abdominales et puis des crises généralisées. Oui, et tu dis, ah, c'est parfait, ah, mais tu as quand même des grosses amygdales. Maman, est-ce qu'il ronfle la nuit parfois quand il dort? Oui. Il ronfle, hein? Oui. Et il dort avec la bouche ouverte? Non. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu dors, tu ne sais pas dire comment tu dors. Alors, les gros ganglions dans la bouche, ce qu'on appelle les amygdales ou les tonsilles, lorsqu'elles sont hypertrophiées, elles sont grosses, elles réduisent la quantité d'air qui passe. Alors, l'enfant dort avec la bouche ouverte pour forcer le passage de l'air parce qu'il y a un obstacle. Et souvent, ce sont des éléments qui sont responsables des crises fréquentes, des crises qu'on appelle des crises vaso-occlusives. C'est la raison pour laquelle, à chaque consultation, il faut vraiment faire ce bilan. Ça va? Tu as tout compris? Alors, tu descends du lit. Tu descends tout seul ou je peux t'aider? Non, moi, je peux m'aider. Tout seul. Tu sautes. Tu te rhabilles? Voilà. Alors, maman, Néhémie va bien. Alors, je lui refais son acide folique. Néhémie, tu as besoin d'autre chose? Oui. Je veux la guérison. La guérison? Waouh! Alors, tu veux la guérison pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas la maladie. Tu ne veux pas la maladie. Ça signifie que tu ne voudras plus venir me voir? Oui. Oh, nous ne serons plus des amis. À l'initiative du professeur Chilolo, un réseau réunissant plusieurs hôpitaux et maternités a été créé. Gisèle Manquant, infirmière, le coordonne. Elle est chargée d'encadrer le dépistage de la drépanocytose chez les nouveau-nés. Nous sommes au centre hospitalier Kingasani pour récupérer les échantillons prélevés par les infirmières de la maternité. Les échantillons sont prélevés auprès des nouveau-nés. Le prélèvement se fait au talon dès la naissance ou un jour après la naissance. Vous donnez les échantillons. Merci. Alors là, je vérifie un peu. Les drépanocytaires ont vraiment besoin de l'attention, de l'amour. Ce sont des enfants qui souffrent avec des crises à répétition, avec des problèmes socio-économiques que nous vivons ici. Les drépanocytaires vraiment ont un sérieux problème. C'est ainsi qu'ils ont besoin de l'attention, une attention particulière vraiment. Bonjour. Bonjour. Ça va, madame, comment vous êtes? Bien, merci. Et vous? On peut voir la qualité. Oui, la qualité. Si c'est bien prélevé. Nous sommes en train de dépister la drépanocytose chez les nouveau-nés. Pour le nouveau-né, habituellement, on doit avoir l'hémoglobine F parce que
Ils naissent, c'est l'hémoglobine fétale, ils viennent de ça, du sein de leur maman. Mais à côté, s'il y a l'hémoglobine S, on va le voir. Ben, l'interprétation, c'est l'étape cruciale parce que dans la machine, on a séparé. Donc, comme l'hémoglobine, c'est comme une sauce qui contient tout. Là, on met dans la machine, la sauce se sépare, elle montre les différents types d'hémoglobine qu'il y a. Et on va rechercher chez chaque enfant, dans l'échantillon de chaque enfant, si nous avons la présence ou l'absence de l'hémoglobine S. Si c'est absent, on dit l'enfant sera AA. Si c'est présent, l'enfant peut être soit porteur, donc AS, soit drépanocytaire SS. Et là, nous avons tout un paquet de S. Oui. On voit un peu de la F. Et là, il n'a pas de A. Donc, cet enfant, à la longue, il sera SS. Donc, homozygote SS. Pour cet enfant ici, normalement, on doit faire un deuxième prélèvement, mais il doit être pris en charge déjà. Le dépistage est important. Il sert à connaître le problème avant que les complications ne soient posées. En Afrique, les moyens de diagnostic sont difficiles. Beaucoup d'enfants drépanocytaires meurent avant 5 ans, sans savoir qu'ils sont drépanocytaires ou pas. Ils s'amènent à l'hôpital avec anémie. Parfois, on n'a pas le temps de transfuser, on n'a pas le sang. Directement, l'enfant est parti. On ne sait même pas s'il est drépanocytaire. Mais lorsqu'on fait un dépistage, on va les chercher en amont. En Guadeloupe, où le dépistage néonatal est systématique, les enfants drépanocytaires bénéficient d'un suivi médical adapté. Ronnie, 12 ans, se rend régulièrement au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre en compagnie de sa mère, Marie-France. Je suis venue faire le bilan annuel de Ronnie ce matin. C'est important puisque ça permet de suivre l'évolution déjà de la maladie, de savoir si tout se passe bien, si voilà. Tu bouges pas. Tu respires, oui, mais On y va? D'accord. Respire. Enlève un petit peu. À l'école. Tu le fais tout seul, hein? Vas-y. Faut que tu prennes bien. Hein? Tu n'as plus de force? T'as pas besoin C'est bientôt de fini. C'est bientôt fini. Voilà, t'as pas besoin de te crisper. Reste, ne crispe pas. Voilà, reste. Respire. Respire. Voilà, c'est le dernier cette fois-ci. Plus petit, j'ai pleuré un peu. Tu bouges aussi? Oui. Mais après, j'ai arrêté de pleurer, de bouger. Enfin, bonjour Ronnie, c'est ton tour, on va y aller. Comme chaque année, on a fait l'échographie abdominale. Donc au niveau des reins, il n'y a pas de problème particulier. Le foie, ça va, il est bien homogène. Il n'y a aucune lésion particulière. Il a juste la rate qui est un petit peu augmentée de volume. Mais il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. Le foie, ça va bien. Les examens aussi du bilan hépatique sont corrects.
Il n'y a pas encore d'albumine dans les urines. Ça veut dire que les reins fonctionnent bien. Aucun souci de ce côté. Donc, voilà, je vois bien que tu prends ton traitement, puisque le globule rouge est bien gros. Donc, je t'encourage à continuer, hein, comme d'habitude, mais tu es un bon petit patient. Malgré la maladie, Ronnie pratique le sport à l'école. Mais il doit observer certaines précautions pour en profiter pleinement. J'adore les cours de PS. C'est mon deuxième cours préféré. Les drépanocytaires donc, ont besoin de beaucoup s'hydrater pour pouvoir pratiquer l'activité physique. Parce qu'en fait, l'hydratation, c'est ce qui va permettre aux muscles de fonctionner. Si les muscles ne sont pas suffisamment irrigués, ils vont être fatigués beaucoup plus vite que les autres enfants. Ronnie, c'est un élève qui est modèle pour moi. Il est complètement autonome sur la façon de se gérer au niveau de sa fatigue. Donc à chaque fois, je lui rappelle quand même les consignes, mais il les connaît. Quand il se sent fatigué, il vient me voir pour me dire « Madame, je me sens un peu fatiguée, je suis faible ». On se met de côté, on fait une pause. Je bois de l'eau parce que je suis fatiguée et ma gorge est sèche. Et je dois aussi manger un petit peu. Parce que c'est pas bien de faire des activités sportives en ayant le ventre vide. Ronnie, il a quand même une force de caractère et il a envie de bouger, il a envie de faire le sport. Il a surtout envie de ressembler à tout le monde et de vivre sa vie comme tout le monde. Donc Ronnie, il est très très volontaire et pour rien au monde, il louperait sa séance de PS. Ce qui me plaît dans le sport, c'est le fait qu'on doit se dépenser. La plupart du temps, c'est en équipe. Du coup, j'aime bien travailler avec les autres et ça nous permet de garder la forme. Ronnie a 3 frères. Le plus grand, il a 30 ans, il est drépanocytaire. Le second, il est AS et le dernier, il est AS et Ronnie est SS. C'est du marbre. C'est du marbre. Bon, moi je veux bien celui. Aïe. Celui-là? Oui, moi je veux bien lui. Personnellement. Personnellement. Merci maman. Ben, mettez-vous à l'intérieur. Ce que j'aimerais faire plus tard, j'hésite entre deux choses. Soit je vais faire agent de maîtrise comme mon papa, du coup travailler à Monsieur Bricolage. Soit je vais faire youtubeur. Même si j'ai un petit travail derrière. Mais pour moi, ça me plairait beaucoup de le faire. Parce que comme ça, je fais découvrir des choses à d'autres personnes qui, eux, n'ont peut-être pas les moyens de pouvoir faire ce que je voudrais faire. Et j'aime bien aussi les échanges qu'on a en faisant ça. J'utilise l'Auracyline. Je le prends 2 fois par jour. 2 cuillères le matin et 1 le soir. Ça me permet, je crois, il me semble, de m'empêcher de faire des crises. Je prends aussi la Special Folding, qui normalement s'appelle acide foldrique. Et après, dans la petite boîte, c'est tous mes affaires si j'ai des problèmes. Mon Spasfon si j'ai mal au ventre. Une autre Special Folding de rechange. Un Doliprane aussi si j'ai mal à la tête. Du Pivalone si mon nez est bouché. Ma Ventoline.
encore de la Special Folding, des petits compresses pour nettoyer les plaies, du Doliprane encore, et du Voltaren quand j'ai des douleurs. Mes médicaments, je les prends moi-même. Je les prends tout seul vu qu'on m'a montré déjà comment les prendre. J'ai su que Ronnie était drépanocytaire relativement tôt. Vu que j'avais déjà eu des informations dès qu'on, à la conception, dès qu'on était sûr d'être enceinte, d'attendre un enfant, qu'on devait se rendre automatiquement au centre. Et de là, on nous donnait rendez-vous avec la psychologue, le médecin, pour pouvoir enclencher, comme on dit, les démarches pour pouvoir faire la myosynthèse relativement tôt pour savoir quel serait le type d'hémoglobine que l'enfant pourrait avoir après. Lorsque j'ai appris les résultats, ça, comment dirais-je, revenait à moi et au père de prendre notre décision. Donc là, on a pris la décision de continuer. Je suis catholique pratiquante. Et pour moi, il était inconcevable de ne pas poursuivre ma grossesse. C'était un choix personnel qu'on a eu. Et puis voilà. Hein. C'est vrai que mes enfants, ils sont drépanocytaires. Il y a des moments difficiles, mais on le vit relativement bien. Quand on pleure, quand on souffre. Mais quand on est content aussi. Et puis bon, c'est bien de les voir grandir. Ma foi me permet d'être forte et de réagir par rapport à certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Je ne pourrais pas vivre sans ma foi. Je la vis, je la chante. Pour moi, c'est un besoin. Donc, je puise mon énergie voilà, dans ma foi. Hein. Garder ou non un enfant drépanocytaire n'est pas un choix facile. Inès, 30 ans, a déjà un enfant malade. Enceinte, elle a rendez-vous ce matin à la polyclinique de Pointe-à-Pitre pour un examen. Je viens faire une amyosynthèse afin de savoir si mon bébé est drépano, vu que je suis porteur, je ne suis pas porteur, mais je suis drépano. Cet examen, oui, elle est très importante pour moi, parce que j'ai très envie de savoir si mon bébé est aussi drépano comme moi-même. Si le résultat est positif, c'est soit l'avortement, ou soit on fait le choix de garder l'enfant. Donc c'est très stressant pour moi, très très stressant. Alors ça va être un petit peu froid, donc on désinfecte, d'accord ? Alors, donc nous allons réaliser une amyosynthèse, donc c'est le prélèvement du liquide amniotique. Regardez, tout ce qui est noir, tout ce que vous voyez en noir, c'est le liquide, d'accord? Le fœtus, il est là, ok? On ne pique pas le fœtus, on pique que dans la partie noirâtre, donc le liquide amniotique, ok? Vous pouvez regarder sur l'écran, vous verrez mieux, regardez. Voilà, c'est commencé. Aïe. Non, alors par contre, madame, détendez-vous. Non, mais j'ai rien encore fait, chère dame. Madame, j'ai mal, madame, je vous jure que j'ai mal. Ce qui fait mal, c'est juste le passage au niveau de la peau. Après, vous n'allez pas sentir. Et je vais prélever le liquide. Ça va pas être long. Voilà. Voilà. C'est fini. Donc on met, c'est du liquide hein, qui ressemble aux urines, hein, qui est composé également d'urine fétale, qu'on va mettre en culture et rechercher, donc extraire le gène de la drépanocytose.
Le diagnostic anténatal sert à mettre en évidence l'absence ou la présence d'une anomalie ou d'une pathologie chez le fœtus. Donc, dans le cas de la drépanocytose, le but est de déterminer s'il est atteint, porteur ou sain. Il est une bonne nouvelle, il est sain. Dans les années 90, peu après la mise en place du dépistage néonatal, de la mise en place du centre, à l'époque qu'on disait intégré de la drépanocytose, il y a eu toute une vague d'informations, non seulement des personnels soignants, mais aussi du public, puisqu'il y avait des déplacements dans les écoles, enfin dans différentes structures. Et petit à petit, ça s'est perdu. Et on se retrouve face à une population jeune qui parfois ne connaît même pas qu'est-ce que c'est que la drépanocytose et qui ne sait même pas, qui ne connaît pas son statut vis-à-vis de cette anomalie. Or, il faut savoir que 8 à 10% de la population est porteur du gène. Donc, ce qui veut dire que ça représente un problème réel ici. Et je trouve vraiment malheureux, moi qui suis au niveau du laboratoire, de parfois recevoir une demande de diagnostic prénatal pour des femmes qui ont des gènes grossesse très avancés. Si les futurs parents connaissaient leur statut en amont, bien des femmes enceintes n'auraient plus à subir d'amniosynthèse. Pour découvrir si l'on est porteur du gène S, il suffit de faire un dépistage ou électrophorèse d'hémoglobine, un examen élémentaire. C'est une simple prise de sang, ce n'est pas ce qu'on vient de voir. Donc une prise de sang tout à fait banale qui permet de voir s'ils sont à risque et à ce moment-là, de leur donner l'information et le conseil génétique. En République démocratique du Congo, le dépistage anténatal n'est pas pratiqué chez les femmes enceintes. Mais la prise en charge des enfants malades est un défi quotidien pour leurs parents. Pour aider les familles, le centre hospitalier Montcollet organise régulièrement des distributions de médicaments en partenariat avec des ONG. Gisèle Mancan et le docteur Robert Kitenge supervisent ces activités. Bonjour Papa Yann, comment vous allez? Ça va bien docteur, comment vous allez? Très bien, les consultations ça va? Ça va bien docteur. Bonjour maman Gisèle, comment ça va? Ça va. Oui, les médicaments, les enfants, ils reçoivent les médicaments. C'est comment, les enfants reviennent chaque mois? Chaque mois les enfants reviennent, ils sont repartis en 2 groupes. Okay. Ça c'est le 2e groupe qui vient le 3e mercredi du mois. Ici on est dans le centre hospitalier Kingasani, où se passe la consultation des patients drépanocytaires 2 fois le mois, en collaboration avec l'ONG Yann Yann qui nous aide à sensibiliser, à vulgariser cette maladie. Oui, dans la lutte contre la drépanocytose, nous avons 2 volets dans la lutte. Nous avons un volet de la sensibilisation de la communauté. Nous faisons les sensibilisations dans les écoles, les églises, les paroisses et dans les lieux publics pour donner une bonne information au public, parce que la plupart des gens ne connaissent pas cette maladie-là. C'est une maladie ignorée, une maladie orpheline. J'ai constaté qu'il y a eu un grand nombre d'enfants SS qui étaient abandonnés, qui n'avaient pas un suivi. Je m'appelle Joseph, j'ai 11 ans. Dis-moi, je suis anémie. Car peut-être je peux faire la crise à la maison, on va me mener ici pour me donner les médicaments pour calmer. Agnès, la mère de Joseph, élève également Grady, son petit-fils, qui est lui aussi drépanocytaire. Au Congo, certains parents pensent que les drépanocytaires sont des enfants sorciers et s'en débarrassent. Son papa est déjà mort. Je suis restée avec lui comme ça. Puis sa maman l'a refusé. Il a refusé parce que ses amis lui disent que les enfants là, c'est les dépenses, il fait dépenser beaucoup et puis à la longue, il va mourir. Quand les parents dépensent même ce qu'il a à manger, bon, les autres familles croient que c'est la sorcellerie parce qu'il a mal à dépenser. Je ne peux pas croire que c'est la sorcellerie. J'ai cet amour-là envers ces enfants.
Pour prévenir la naissance d'enfants drépanocytaires, la sensibilisation des adolescents est indispensable. Aujourd'hui, le docteur Kitenge et son équipe rencontrent les lycéens de l'école Bozindo. Bonjour les amis. Vous pouvez vous mettre, vous allez bien. En fait, aujourd'hui, je suis accompagné de Madame Arlette, qui est présidente de l'association La Colombe, et Madame Gisèle, qui est une infirmière au centre hospitalier Montcollet. On va essayer de vous parler de la drépanocytose. Vous connaissez la drépanocytose? Oui. Donc aujourd'hui, on va échanger sur ça. C'est une maladie qui existe partout au monde, en Amérique, en Afrique, en Asie et en Europe. Je vous parle de cette maladie, pourquoi? Parce que demain, vous allez avoir votre diplôme, vous allez vous lancer à l'université, vous devez connaître c'est quoi la drépanocytose, vous devez faire un dépistage pour connaître votre état hémoglobinique, pour choisir votre partenaire pour ceux qui vont se marier. Donc le dépistage se fait par un examen qu'on appelle électrophoreuse d'hémoglobine, qui est différent du groupe sanguin, qui vous permet de connaître votre hémoglobine. Donc vous allez retenir une image. Le globule rouge, c'est comme l'avocat. La peau de l'avocat, c'est là où se trouve le groupe sanguin. Et le noyau, c'est ça l'hémoglobine. Donc ça veut dire ceci. Vous pouvez être du groupe A et être porteur de l'hémoglobine S. Au début, on vous a dit que la drépanocytose était une maladie héréditaire génétique. Voici le schéma de transmission. Donc, là, les deux parents sont là, ils sont porteurs, AS. Dès qu'ils se marient, ils auront 25% de AA, 50% de AS et 25% de SS. C'est une probabilité. On ne sait pas lesquels vont arriver avant. Donc, c'est à cause de cela, on vous demande de connaître la maladie pour éviter les mariages à risque. Et les mariages à risque sont les mariages des AS. Est-ce qu'il y a une différence entre une personne qui est AS et SS? Oui, il y a une différence. Une personne qui est AS, c'est une personne qui porte le gène de la maladie, mais une personne SS, c'est une personne qui porte le gène de la maladie, mais qui est aussi malade. Très bonne réponse, donc on va continuer. C'est quoi une électrophoreuse d'hémoglobine? Merci pour la question de savoir c'est quoi l'électrophoreuse de l'hémoglobine. Donc l'examen qui va nous permettre de connaître si la personne est AS ou AA, c'est l'électrophoreuse de l'hémoglobine. Donc c'est l'examen qui nous permet de savoir si ce patient est un drépanocytaire ou non, si ce patient est porteur ou pas. Et je veux conclure en terminant en vous montrant l'image de ces deux jeunes gens qui se rendent dans un centre de santé pour faire un dépistage, connaître leur état hémoglobinique, parce que c'est très important de se connaître avant de s'engager, avant de prendre une décision, car les conséquences de cette maladie sont graves. Cette maladie s'attaque à l'être humain de la tête aux pieds. Mieux vaut prévenir que guérir. Au centre hospitalier Montcollet, les équipes du professeur Chilolo travaillent sans relâche à améliorer la santé des drépanocytaires. En RDC, comme dans la plupart des pays du monde, les malades doivent s'accommoder de la pathologie toute leur vie. Mais les progrès de la science offrent de nouveaux espoirs. Il y a une possibilité pour guérir de la drépanocytose actuellement. C'est la greffe de la moelle. Et la greffe de la moelle, elle a beaucoup évolué. Dans le temps, il fallait bombarder le sujet d'irradiation, lui donner des gros produits qui détruisaient complètement sa moelle pour la remplacer avec une moelle compatible, généralement de quelqu'un qui était de la même famille. La médecine a fait du progrès. On fait de la greffe de moelle avec des moyens moins agressifs et avec des compatibilités qui font qu'on peut trouver un donneur qui n'est pas nécessairement son propre frère ou sa propre sœur. La moelle osseuse produit en permanence les globules du sang. Pour bénéficier d'une greffe, le patient reçoit un traitement préparatoire. Par une chimiothérapie, sa moelle est détruite et ses défenses immunitaires diminuées pour éviter le rejet. Ensuite, la moelle du donneur est prélevée
puis à les transfuser aux malades. Quelques mois plus tard, après une période de confinement, il n'a plus besoin de traitement. La moelle du receveur produit désormais de l'hémoglobine normale. Nous pensons que dans les années à venir, dans 3 à 5 ans, la greffe pourra être accessible aussi, je l'espère, en RDC. Salif, 16 ans, a été greffé il y a 6 mois à l'hôpital Robert Debré à Paris. Il a reçu la moelle de sa petite sœur. En compagnie de sa mère, Florence, Salif a rendez-vous avec le professeur Jean-Hugues Dalle, le médecin qui l'a greffé. Une consultation décisive, à l'issue de laquelle il saura s'il est enfin guéri. Bonjour. Bonjour madame. Entrez, entrez. Installez-vous, asseyez-vous. Hello. Comment ça va? Tu peux retirer ton masque, hein, ici, il n'y a pas de problème. Alors, comment vas-tu? Stressé? Stressé? Oui. Bonne. Au rendez-vous dernier, quand on m'avait dit les résultats, moi j'étais pas bien. C'était très dur. Mais oui, parce que j'ai pas autorisé le retour au lycée, je sais bien, mais franchement, c'était trop juste. Ça se serait peut-être bien passé, mais si je te laisse aller trop tôt au lycée, tu fais une complication infectieuse, que ça entraîne de la maladie du greffon contre l'autre, que tu dois être hospitalisé ou qu'on reprenne une intensification de traitement immunosuppresseur, au total, tu vas perdre des mois et des mois. Et donc, moi, j'aurais pas bien fait mon boulot de dire non, c'est pas raisonnable, c'est pas maintenant. Bon, eh ben, on va faire tout ça. Allez, vas-y, respire. Quand tu fais du sport, t'es pas essoufflé? Non. Quand on regarde ton sang, on ne regarde pas dans la moelle, parce qu'il n'y a aucun intérêt d'aller te faire un hélogramme qui fait mal. Mais quand on regarde dans ton sang, on ne voit plus que des cellules du greffon. Donc, ce qui veut dire que ta moelle drépanocytaire, elle a complètement disparu. Donc, tu n'es plus drépanocytaire. Vous me confirmez qu'il n'a plus la drépanocytose? On en a parlé pendant son examen clinique. D'accord. Non, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'il n'est plus drépanocytaire. Pour moi, tout va parfaitement bien et comme ça doit aller. Hein. J'ai vraiment pas de soucis, mais il y a vraiment un moment où c'est terminé. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de précautions, il n'y a plus de... Non, c'est un vrai changement. Enfin, c'est vraiment le passage d'un état de malade à un état de non malade. En drépanocytose, c'est la maladie qu'on greffe le mieux. C'est vraiment, il n'y a pas d'autres maladies pour lesquelles on ait d'aussi beaux résultats. Fort de cette bonne nouvelle, Salif et sa mère rendent visite au docteur Olvout, le pédiatre qui dirige le service où il a été hospitalisé à de nombreuses reprises depuis son enfance. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Ouais. Oui. Donc, vous venez d'avoir la consultation avec le professeur Dalle, là, Oui, c'est ça? c'est ça. D'accord. Tout à fait. Et tout va bien? Oui, ça y est, Ouais. je suis plus drépano. T'es plus drépano? Oui. Ah, bah ça, c'est Oui, une bonne nouvelle. Les résultats. Et donc, a posteriori, est-ce que c'est évident pour vous qu'il fallait faire la greffe maintenant? J'ai été réfractaire à faire la greffe parce que les risques qu'il peut avoir, bien évidemment, c'est les risques sur la mortalité, puis ensuite les effets secondaires par rapport à la chimiothérapie. Moi, les effets secondaires, j'en ai eu aussi. Hein. Oui. Nausées, vomissements, mal au dos, les jambes. Oui, les Un peu mal partout, non? Oui. Ouais, c'est vraiment un mauvais moment à passer. Oui. On a fait ça un peu en urgence. Hein. Oui, c'était un peu... Pourquoi en urgence? Parce que en mars dernier, j'avais fait une crise vaso-occlusive au niveau du bras. Et c'est là où on s'est dit que c'était mieux de faire la greffe. D'accord. C'est dur, faut pas le cacher, mais ça vaut le coup. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus drépanocytaire, donc tout ce qu'on devait faire auparavant pour éviter une crise, C'est fini. Voilà, c'est fini. Tout ce qu'on devait faire et tout ce qu'on pouvait pas pas faire. Aussi. Aujourd'hui, il est guéri de la drépanocytose. Je pense qu'on aura une meilleure vie et que ça l'a sauvé quelque part.
Aujourd'hui, dans le monde, l'écrasante majorité des drépanocytaires n'a pas accès à la greffe de moelle, qui demande d'importants moyens techniques et financiers. Même en France et en Belgique, où elle est pratiquée, seules quelques dizaines de patients en bénéficient chaque année. La thérapie génique, en cours d'expérimentation, nourrit de solides espoirs de guérison à grande échelle. Mais en attendant, les malades doivent supporter chaque jour la fatigue, la douleur et l'ombre de la mort.